à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Casserole passe à table. Un épisode un peu particulier car nous sommes en direct du festival Longueur d'onde à Brest et c'est la première fois que nous enregistrons l'émission en public. Alors aujourd'hui nous allons nous demander si tout est vraiment bon dans le cochon. La Bretagne est la première région de France productrice de porc, avec beaucoup d'élevage intensif et ce que l'on appelle des fermes-usines, mais pas que. Il existe aussi d'autres modèles d'exploitation plus vertueux, comme celui de Séverine Quéré et Guillaume Roland à la ferme de Kervy-Lavel à Plougastel-Daoulas, à 11 km de Brest. Bonjour Guillaume Roland. Bonjour. Et comme vous le savez, on ne dit jamais non à un petit verre chez Casserole. Et c'est sans doute pour ça que Longueur d'onde a programmé l'émission juste à l'heure de l'apéro. Nous sommes donc aussi avec Gwenolé Olivier, qui est le propriétaire de la brasserie Distribil à Plouidère, à 35 km au nord de Brest, où il fabrique une bière très locale, parce qu'il fait quelque chose d'assez rare, c'est-à-dire qu'il fabrique également son houblon et son orge qui sont produits donc dans la région. Bonjour Gwenolé. Bonjour. Alors on peut peut-être se servir pour commencer un petit verre de bière pour se donner un peu de courage. Avec plaisir. Avec plaisir. À bord. On va commencer avec la méodale. Donc la méodale qui est... Tiens, je te laisse la déboucher. La méodale, donc, qui est une bière blonde et qui, elle est faite avec donc de l'orge et du houblon 100% local. Donc le houblon de pas loin de Plougastel-Daoulas et de l'orge qui est vert Comana. Donc tout est bio. Une très jolie couleur. Voilà. Et en plus de ça, on va également malter notre orge. Et donc, ce qui fait que ça fait une transformation 100% locale. Mathieu, t'as qu'à mettre à tout le monde. Ouais, on va remplir les verres. Remplis les verres. Vous allez nous expliquer, Gwenolé, après comment vous fabriquez votre bière et même juste simplement nous dire comment on fabrique la bière, d'ailleurs. Et pour commencer, je voulais vous demander à tous les deux, est-ce que vous avez une spécialité gastronomique, vous, ou un plat ou une boisson qui représente pour vous vraiment la Bretagne? Alors, j'ai pas envie de répondre cidre ou chouchen. Parce que bon, voilà. Mais trop facile. Ouais, trop facile. Ouais, c'est vrai que je serais tenté de dire plein de choses. Enfin, gastronomiquement parlant, il y a énormément de choses. Bon, c'est vrai que du cochon, ça, il y en a, mais je serais tenté de dire du fromage. Quel genre de fromage? Par exemple, du fromage de vache, donc Saint-Vouguet, le fromager de Saint-Vouguet, qui fait une tome au fenugrec, qui est extraordinaire. Guillaume Roland lève son pouce en l'air et il la connaît, il l'approuve. Ouais, je vends son produit aussi au marché. Et c'est de la solidarité entre producteurs. On fait pas de marge. Donc on se met en relation et son fromage est à tomber, quoi. Il y a une gamme très étendue et c'est bluffant. Les prix sont plus que abordables et on le retrouve dans les restaurants assez étoilés. Donc je vous encourage à aller manger ce fromage-là. Et moi, on m'a parlé du kigafars. Alors, genre, c'est un peu un mystère pour moi. J'ai toujours pas très bien compris ce que c'était. Vous pouvez nous expliquer? Kik en breton, c'est la viande, et farce, c'est de la farce de blé noir et de la farce de farine. Donc il y a du fard noir et fard blanc. Et vous mélangez ça avec du jarret, du lard, du paleron. Vous faites ça à cuire avec des légumes, donc navets. Dans un bouillon. Et on va servir le bouillon en début de repas avec des légumes, et par la suite, donc on a ce qu'on appelle les sacs à kikafars. Donc moi, des sacs à kikafars, j'en utilise en brasserie, mais pour mettre le houblon dans la fabrication. Et donc les sacs à kikafars, c'est là où on va mettre le fard dedans, et on va le brujune. On va le mettre en brujune. Donc le brujune, c'est le mettre en petite poudre, en fait. Là, vous faites le signe avec votre main qu'on l'émiette, quoi. On va en faire des miettes, et du coup, on va servir le fard avec les différents morceaux de viande. Et en général, il y a aussi une petite sauce au beurre. Le lipic. Le lipic, voilà. C'est assez léger, quoi. Très, 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 très. Pas de prise de sang. C'est diététique à fond, ouais. Et ça, c'est un plat qu'on mange plutôt à la maison? C'est un plat de convivialité. Ouais, c'est un truc de convivial, pas forcément de fête ou ça va être plus un repas, admettons un repas de chantier qu'on peut faire ou après une grande journée de boulot sur un chantier avec des amis, je sais pas, pour construire une maison ou je ne sais quoi. Et ça va être quelque chose qui tient bien au corps et qui va être utilisé pour avoir cette convivialité. Ouais. Ça se mérite, quoi. Faut avoir un peu bossé avant c'est ça. Pour le manger. Et je le disais dans l'intro, donc la Bretagne, c'est une région où la production de porc est très intensive.
arrive. Je lisais qu'en 1950, la Bretagne représentait seulement 8% de la production nationale de porc et qu'elle est passée à 58% aujourd'hui. Et surtout qu'elle était concentrée dans des grandes exploitations. Il y a 1720 fermes-usines réparties entre les Côtes-d'Armor, le Morbihan et le Finistère. Et vous, Guillaume Roland, avec votre compagne Séverine, vous avez fait un choix différent. Vous avez repris une ferme intensive, c'est ça, où on élevait beaucoup de cochons et vous avez aujourd'hui 150 cochons qui vivent tranquillement, la truffe à l'air. Pour faire court, donc on a arraché une vieille exploitation qui avait coulé depuis 20 ans et il fallait un endroit pour s'installer. Donc notre principe, c'est d'avoir une dizaine de mères. On a un Vera, Maurice. Et ils ont des noms. Toutes les bêtes ont des noms parce qu'on s'y retrouve avec les années. Et on leur fait faire des petits et ensuite on les met dehors dans des bandes. Ils restent 2 mois avec leur maman. Une fois que c'est sevré, on enlève la mère et on laisse les petits dans la bande avec à peu près 1 à 2 hectares. Ça dépend des configurations et du nombre de cochons qu'il y a par bande, parce que ça peut aller de 8 à 17. Et après, au bout de... Quand ils arrivaient à 6-7 mois, on commence à les envoyer à l'abattoir. Et avant, Séverine, votre compagne, a travaillé dans un élevage intensif de cochons. Elle est pas là aujourd'hui. Vous me disiez, elle est en train de faire de la transfo, là. Elle est en train de faire du boudin et des saucissons, et des pâtés. Et qu'est-ce qui change quand on passe d'un élevage industriel à un élevage comme le vôtre? J'imagine énormément de choses. Une indépendance déjà. Alors rien à voir, c'est clair. Ça, parce j'ai travaillé pour des gens et c'est pas forcément facile, et puis ils sont pas forcément tous intelligents. Mais c'est surtout, pour revenir sur le porc, c'est une production qui est inhumaine. Les bestioles sont dans des conditions. Quand vous connaissez le cochon, quand vous voyez son comportement, quand il roule dans la boue, comment il est sympa, et que vous voyez les truies qui sont alignés avec les petits bloqués, qui ont des escarres à force de se frotter contre les barres. Ma femme a voulu quitter ça complètement. Je travaillais à côté et quand elle a décidé d'arrêter, on s'est mis tous les deux sur ce projet-là. Oui, parce qu'effectivement, on a un peu cette image qu'on voit aussi dans les reportages des élevages industriels où les cochons voient pas la lumière du jour, où les truies sont effectivement dans des tout petits espaces et où elles sont inséminées artificiellement. Ça va au-delà. La première clé, c'est le bien-être. Après, c'est l'alimentation que vous donnez aux cochons. Et après, c'est le respect des gens aussi, parce que les gens ont le droit de bien manger. Et à un prix acceptable, quoi. Puis, il y a aussi, dans cette histoire, il y a aussi le respect du travail, ou celui qui travaille également. Ou travailler dans des conditions où c'est inhumain pour l'animal, c'est aussi inhumain pour celui qui travaille. Et rentrer à la maison après une grande journée comme ça, personnellement, ça permet pas de sociabiliser ni rien. Donc il y a aussi ce bien-être au travail pour tout le monde, quoi. Oui, parce qu'on parle souvent du mal-être animal, et j'imagine que c'est la même chose pour ce que vous disiez, pour les gens qui travaillent avec et pour les gens qui travaillent dans les abattoirs également. Oui, c'est dur de les voir, mais ils sont motivés par l'argent surtout. Mais après, au bout de 1 an, 2 ans, les gens, il y a un gros turnover. Ils en peuvent plus, normalement. Et donc, vous parliez de l'alimentation. Donc, on se dit, on a l'idée que le cochon, ça mange à peu près tout. On disait avant que c'est la poubelle de la ferme. Et moi, je lisais le livre d'Isabelle Saporta qui s'appelle Le livre noir de l'agriculture. Et elle a dit que les cochons, c'était devenu plus la poubelle de la ferme, mais la poubelle de toutes les industries du monde. C'est-à-dire qu'on va leur donner, en fonction du cours de l'alimentation les plus bas, je parle des élevages industriels, on va leur donner à peu près, je sais pas, les céréales qui sont les moins chères. Je sais pas comment vous gérez l'alimentation de vos bêtes. Il y a 3 choses à respecter, c'est les protéines, les glucides et les vitamines, et fibres, tout ça. Les protéines, ils le trouvent dans le soja qui vient du Brésil, qui débarque à Brest, et aussi dans les tourteaux de colza. Ils enlèvent l'huile, ils récupèrent la petite pellicule, et en général, les gens font eux-mêmes leurs céréales. Mais les plus grosses boutiques font bien des céréales d'Ukraine, par exemple, ou de Pologne. Ils maîtrisent rien du tout à ce niveau-là. Ils savent pas ce qu'ils donnent à manger. C'est juste un aliment. C'est intraçable. Ça fait tellement le tour du monde 3-4 fois avant d'arriver au lieu que c'est intraçable.
Moi, je lisais dans un rapport de Greenpeace que 75% des protéines utilisées pour l'alimentation animale en Europe sont importées. Et la plupart produites au Brésil et en Argentine. Et après, c'est tout le cercle de la déforestation et de se mettre à produire des céréales pour les animaux au lieu d'en produire pour les humains qui eux-mêmes n'ont pas de quoi se nourrir dans ces pays-là parfois. Vous, comment ils sont nourris, vos cochons? Alors, la protéine, ma femme est issue d'un milieu agricole comme moi, mais elle, dans sa famille, ils nourrissaient les cochons pour la ferme et pour les voisins avec du lait. Ils avaient des vaches, parce qu'il y a la protéine dedans, plus un peu de glucides. Et ils complétaient avec des céréales. On est reparti sur ce modèle-là. Ça donne un goût complètement différent à la viande. Et la croissance est régulière, c'est pas trop gras, parce que c'est important de maîtriser ça. Il faut coupler ça avec des variétés des espèces de cochons qui peuvent intégrer le gras intramusculaire. Le lait le permet. Et après, nous, en plus, on a de la chance d'avoir des légumes bio, c'est quand même dingue. Parce qu'il y a du gâchis même en bio, du pain. Mon frère est producteur de fraises à Plougastel. Les invendus, c'est pour les cochons. Enfin, vous voyez le niveau, quoi. Et les légumes bio, du coup, c'est des maraîchers du coin qui vous donnent les invendus pour les cochons? Ouais, mon frère en général fait un deal. Cochon contre légumes. Un troc. Un troc, c'est entre nous. C'est des potes, c'est ça l'avantage. C'est une sorte de glanage, en fait, où fin de saison d'une certaine culture, c'est nettoyé, le champ est nettoyé, et puis les restes à choux sont donnés, quoi. Ah ouais, parce que le champ, il trouve glands, châtaignes à l'automne, champignons, ils aiment beaucoup les cèpes, des racines, des insectes de sol, de tout. Ils mangent bien, quoi, des fraises, des cèpes. Tout, c'est omnivore. J'ai essayé ma belle-mère, mais elle veut pas. La drèche, l'orge qu'on utilise pour faire de la bière, et une fois qu'on a extrait tout ce qui nous intéressait, ça devient la drèche. Et ça, je le donne des fois aussi à des cochons. J'en ai eu. Et voilà. Avec Benoît. Voilà, c'est ça. Et c'est pas. Il y en a qui font du bœuf de Kobe, par exemple. Et là, ça va être un sorte de cochon brossé à la bière. J'ai deux chefs étoilés qui m'ont dit que la famille de la viande, c'était du wagyu, du coup. Et en fin de compte, c'est la famille des bœufs de Kobe, parce qu'il y a toujours un gras intramusculaire qui donne la tendresse à la viande et la couleur à la viande qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est l'alimentation. Du bon gras. Il est jaune, il est pas blanc. Même les enfants le mangent, c'est impressionnant. Et vous parlez des races, justement. On voit aussi que l'industrie fait qu'on choisit des races parfois plus performantes. On a aussi fait des croisements pour avoir des porcs standardisés, même des truies qui ont plus de tétines pour qui ont des plus grosses portées, pour être vraiment dans cette idée de rentabilité. Vous avez choisi comment vos races de cochons? Uniquement sur deux critères, c'est la résistance physique, la conformation, le fameux gras intramusculaire, c'est très important pour le goût, la vitesse de croissance qui ne soit pas rapide. Parce qu'il ait le temps de bien maturer. Ouais. Là où ils mettent entre 5 et 6 mois, moi je mets plus entre 6 et 7 mois. Parce que je tiens à avoir une bête de 120 kilos de carcasse, c'est comme ça. Eux, ils partent plus sur 100. Vous prenez le temps. Il faut. Il a besoin. Et autre chose, on évacue un peu toutes les questions qui fâchent, mais on parle beaucoup aussi en Bretagne des algues vertes qui sont produites par le lisier des porcs. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Auguste. C'est de ta faute qu'il y a de l'algue verte, en fait. Ah ouais. C'est ça? Non, j'ai eu un contrôle azote de l'État. Et c'est vertueux. Le mec, il a fait les calculs dans tous les sens. Il n'y en avait pas. Il n'y a pas de nitrate, il n'y a pas de déjection. On a plus tendance à diminuer les nitrates présents dans le sol. Par contre, quand vous avez un sol chargé en azote sous forme stable, c'est-à-dire sous forme humus, quand vous rajoutez après de l'azote ou du phosphore ou du potassium sous forme directement assimilable par la plante, c'est très fragile. Première averse. Ça ruisselle. Ça ruisselle. Et ça, peut-être vous pouvez raconter comment ça se passe dans certains élevages industriels, c'est-à-dire que c'est des cochons qui sont élevés sur ce qu'on appelle caillebotis. Caillebotis, oui. Donc c'est-à-dire qu'ils sont pas sur de la paille, mais sont directement sur un sol où les excréments tombent directement en fait dans le sol. Voilà. Et c'est ça qui crée le lisier. Non, le lisier est
Même les vaches font du lisier, enfin de l'azote, tout ça. Du caca. Du caca. Voilà. On peut le dire. Disons-le. Mais la concentration en porc industriel est très 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 forte. Les premiers cochons que j'ai achetés dans un élevage intensif. Je ferai plus. Hein. Et les petits cochons, quand je suis allé les chercher, ils étaient dans une salle, il y avait 5 bandes, et il y avait 30 cochons par bande. Ils se bouffaient la queue et tout ça. Et ils vivent dans l'ammoniac, qui est une forme gazeuse de l'azote. Ils avaient mal au crâne et ils avaient des cernes. Vous vous rendez compte ? Ils sont sur la fosse. Et le problème, c'est que le paysan, comme il pleut ici, il a l'obligation de le faire quand il fait beau. Donc, quand il y a 3 jours, il y a toutes les tonnes qui sont sorties pour en mettre partout, d'un coup. Ça veut dire pour évacuer, voilà. pour répondre... Pour vider tout simplement. Ouais. Et après, entre ce qui se passe dans la réalité et la législation, il y a un bras, quoi. Vous parliez tout à l'heure du bien-être animal. Et c'est vrai que quand on est citadin, c'est souvent les images qui nous reviennent, c'est un peu les mauvaises façons de produire, disons, ces usines ces fermes-usines dont on parlait, et aussi les abattoirs dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps avec les vidéos d'L214 notamment, etc. Vous qui suivez donc tout le processus de A à Z, comment se passe la fin de vie du cochon? Je suis aussi sensible, très sensible. Pour les vaches, on passe 10 ans, 15 ans avec une vache, on peut pas l'abattre comme ça. Et l'abattoir que je fréquente, c'est au Fou, c'est fait très très bien. Le cochon, il n'y a pas un cri, hein. Il y a 2 vétos. Et d'ailleurs, le L214, je me demande comment ils ont pu rentrer. Enfin, quand je vois la vidéo, je comprends pas tout. Il faut réfléchir à ça. Mais au Fou, le cochon passe entre 2 bornes électriques. C'est l'équivalent de la puissance qui fait marcher le TGV. Il est séché net et après, pouc, un trou dans la jugulaire et c'est fini. Il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Et moi, je suis sensible. Il faut que je suive le truc parce que la viande est stressée. Il y a de l'acide lactique. Enfin, ça devient pas bon. Ouais. Ça devient pas bon. C'est gâcher le travail, quoi. Après, c'est vrai que les vieilles truies de réforme, je les envoie à Briec, où il y a une grosse usine ils abattent 10 000 porcs jour. Mais les vieilles truies de réforme, pour expliquer ce que c'est les truies qui ont fini qui ont plus de portée, enfin, qui peuvent plus enfanter. Voilà. et du coup, qui peuvent pas être mangées comme les autres cochons? C'est encore pire. C'est, pour ma part, moi, les truies font 7 à 8, voire 10 ans. Et alors que dans l'élevage industriel, c'est plus 3 ans. C'est dès qu'elles sont plus rentables. Voilà. Mais même, c'est calculé en fonction de l'alimentation, de la quantité d'alimentation, le nombre de médicaments mis. Par exemple, dans les élevages, il y a beaucoup de piqûres, il y a plein de choses, il y a des abcès. Et après, donc, ça va à ce fameux abattoir, là, le gros abattoir. C'est pas brillant. Après, ce qu'ils font, c'est qu'ils découpent les porcs, ils font des petits carrés, ils appellent ça les minéraux. Ils mettent ça dans des gros bacs et ça va chez Monique Granou, chez Cochonou, chez tous. Pour faire des trucs super sympas sous vide, etc. Quoi. Et le Vera a une odeur, par exemple. Parce qu'ils prennent les Vera aussi. Et c'est immangeable si vous le castrez pas. Ça a une odeur d'urine. Puis moi, maintenant, quand je renifle un saucisson, Maurice est là-dedans. C'est ça. C'est atroce. Et justement, on parle de ces gros élevages industriels, on se dit que s'ils sont développés autant, on imagine comme ça, on se dit peut-être que c'est parce que les agriculteurs vont se dire que c'est plus rentable, qu'ils vont faire plus de cochons, et que du coup ils vont gagner plus d'argent. Et en fait, on se rend compte, enfin vous allez pouvoir m'en parler, mais que ça coûte tellement cher en matériel que finalement c'est peut-être pas non plus le bon calcul pour gagner sa vie correctement. J'ai 2 exemples. J'ai un voisin qui fait 500 truies naisseurs engraisseurs. Il gagne 100 € de plus par mois que moi. Et il a 2 millions d'euros sur le dos encore à rembourser. Et tu fais combien 150. Voilà. Et lui, 500 truies. En gros, il fait sur un bâtiment en une semaine ce que je fais en un an. J'ai aussi un collègue de classe qui, lui, a dû reprendre la ferme après ses parents pour acheter les dettes. Et il s'est cassé la gueule il y a 2 ans. Donc il a perdu sa maison, la maison de ses parents, la ferme, la maison de sa grand-mère. Et maintenant il est endetté à vie, il vit en logement social. C'est chaud.
en travaillant de cette façon-là, vous arrivez à faire du cochon de qualité et à bien vivre de votre métier? Ah oui. Je prends des vacances rarement, mais ouais. Et après, faut voir aussi ce que c'est vivre pour les gens. Pour moi, en tout cas, c'est de quoi se nourrir, se loger, se vêtir. Être heureux, et puis voilà, ça c'est suffisamment pour vivre. Après, c'est vrai que ça dépend des nécessités de tout le monde au quotidien. Si on veut s'habiller un tel ou conduire je sais pas quoi, effectivement, faut mieux faire un autre métier. Faut potentiellement faire un autre métier, ouais. Mais après voilà, on roule pas forcément sur l'or dans tous ces métiers où on est artisan à notre compte, mais au moins on est content, heureux, et il y a des moments difficiles forcément. Mais c'est surtout que quand on dit qu'est-ce que c'est être heureux, c'est pas forcément gagner beaucoup ou être dans un confort un peu luxueux. C'est surtout finir la journée, le soir, et être content de faire ce qu'on a fait. Et ça, pour moi, c'est déjà un grand salaire, en fait, en gros. Être fier de son métier, quoi. Ah ouais. Socialement, pour ma part, je suis très fier de moi. Ma femme aussi. Et quand on voit les enfants qui sont difficiles, c'est pas vrai, ils ont du goût. Les papilles, je pense qu'elles sont neuves, il n'y a pas de tabac qui est passé, il n'y a rien. Vous mettez ça sur la table et puis ça mange, ça boulotte. Et la maman, il mange de la viande. C'est fou, ça. Oui, parce que justement, il y a cette histoire de goût. Donc là, devant vous, Guillaume, il y a les produits que vous avez ramenés de votre ferme, que vous venez de faire. Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu. Donc, on va les goûter aussi, évidemment. Mais... Nous, on découpe pas. J'ai déjà goûté justement, oui. C'est pour ça. C'est cool. J'en ai jamais assez, ça part comme du pain. Ça, c'est la rillette. La rillette, on n'est pas en Sarthe, mais c'est la bonne rillette. Et là, c'est du pâté de campagne, parce qu'on fait du boudin, des saucisses, du saucisson, des chipots, du jambon, du museau, enfin, tout ce que fait traditionnellement un charcutier. Et le reste, c'est côtes, rôtis, tout ça. Mais il y a du sel et du poivre, c'est tout. Il n'y a pas le fameux nitrite dont on a beaucoup parlé. Mais ça aussi, faut faire attention parce que du sel nitrité, on en trouve partout. L'OMS recommande 22 grammes par kilo et quelqu'un de vertueux met à peu près 8 à 10 grammes par kilo, ce qui est pas énorme. Je pense que s'il arrête de fumer déjà, il vivra mieux. Oui. Enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal de normes des fois où on se dit regarde ta vie au quotidien et on viendra juger autre chose après. Ouais. Et tous ces produits-là, c'est vous qui les transformez directement à la ferme ? Tout. On fait tout. On a un labo. Ça coûte cher, mais on a un labo, on a tout l'équipement, on a les services vétérinaires régulièrement sur le dos. C'est important. Oui, c'est carré en France. Mais c'est la clé pour pas se faire massacrer le travail, parce que avoir une charcuterie qui est faite par quelqu'un qu'on connaît pas, qui a ses recettes, qui a sa poudre de parlimpapin, là au moins c'est nous, c'est du sel de Camargue. Et puis en bout de ligne aussi, tu valorises beaucoup mieux ton produit, ce qui fait que c'est dans ta poche que ça va et pas forcément dans l'intermédiaire de transfo, quoi. C'est important. Oui, parce que justement, vous vendez pas du tout en grande surface. Ah non, hors de question. Qu'est-ce que c'est le diable. Non, c'est pire que ça. Ils m'ont approché, Et je dis parce ils ont des rayons boucherie. Ah si, ils sont séduisants, mais non, ils ont tué la petite agriculture qui faisait plaisir à tout le monde. Maintenant, c'est que ce soit la tomate, la fraise, ou ils ont réussi à tout tuer. Ils m'ont démarché aussi. Ils m'ont démarché. Et puis c'est vrai que, en plus, dans ce milieu de supermarché qui est un peu bâtard, c'est que la première année, ils sont très contents de travailler avec toi et donc ils te font ils t'achètent pour un bon prix. Et si tu vends beaucoup à un supermarché, l'année d'après, ils vont être assez intelligents et te dire si tu veux continuer à travailler avec nous, 20% de ristourne. Et tous les ans, il va vouloir négocier jusqu'à presser le citron et aller voir ailleurs après, quoi. Donc c'est ça que le supermarché n'est pas du tout viable économiquement pour un artisan. Pour donner un exemple, j'ai un collègue de Hanvec qui a été référencé dans un Leclerc, pas de nom, et on voit sa photo avec ses bêtes. Ils lui prennent une bête par mois. Et le reste du temps, et c'est en train de diminuer, mais sa photo est toujours là. Donc les gens sont un peu leurrés, quoi. C'est abusé. Il se sert de son image, quoi. Complètement. Et justement, j'allais vous poser cette question, mais j'ai déjà la réponse. Est-ce que c'est possible, selon vous, d'acheter du bon jambon en supermarché ? Déjà, nous, notre jambon, c'est un jambon. Qu'on a enlevé l'os, on a replié, mis dans du torchon. Enfin, c'est du jambon torchon. Après, vu comment c'est monté leur affaire, il y a peut-être 4 cochons dans le même jambon.
Il faudrait que ils aient un boucher qui soit capable de mettre en place des productions comme nous. Et oui, on pourrait en avoir. C'est une volonté, ça. C'est une volonté politique. Après, c'est le coût du jambon. Il y a quand même des gens qui ont un manque de moyens pour l'alimentation. C'est une réalité. Il va falloir travailler là-dessus, sur la qualité de la production, de la transformation et bien sûr de la vente. Et sur la lisibilité, parce que je regardais du coup dans une grande surface et les prix au kilo du jambon, ça va de 7,44 le kilo pour la marque la moins chère, la marque de l'enseigne, jusqu'à 41,67 le kilo. Même cette différence de prix, on la comprend pas très bien quand on est consommateur parce que c'est pas très lisible en fait. C'est de l'escroquerie en plus, voilà. Ça mérite pas. Moi je suis à 22 € le kilo. Donc vous êtes 2 fois moins cher. 2 fois moins cher que leur extrême. Qu'un jambon bio avec des porcs d'origine UE. Voilà, c'était ça le jambon à 41,67 € le kilo. T'as loupé ta vocation, t'aurais pu vendre plus cher. Et on parle aussi beaucoup du bio. Est-ce que vous êtes en bio, vous, Guillaume Molland ? Non, je veux pas de label parce que le label est trompeur. Il suffit que. Et tu travailles en bio ? Non, si. Tout est bio aussi. Tout est bio, moi, mais j'ai pas de label non plus. Mais j'ai pas de label parce que ça m'horripile de donner des sous à un organisme qui va me dire comment travailler, alors que j'en sais plus que eux sur la production. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et je vends pas à des mecs que je connais pas, je vends que à des gens que je connais. Et c'est en plus, pour moi, éthiquement parlant, ce serait plus le label conventionnel. Enfin, c'est le gars qui travaille entre guillemets mal, c'est lui qui devrait payer un label. Et le label bio devrait être gratuit à tous. Donc, c'est-à-dire favoriser quelqu'un qui travaille au bio. Déjà, il a plus de travail, etc. Ça coûte un peu plus cher. Lui faire en plus payer un label, et ben voilà. Alors que ce serait pour moi plus judicieux de faire payer un label conventionnel, et comme ça, cet argent-là irait pour avoir un label gratuit bio pour tout le monde. Après, il y a le problème de la lisibilité pour l'acheteur. On le disait, c'est aussi ça des volontés politiques. Et je lisais moi que pas mal d'argent de la PAC avait été donné à des assez gros. Ça m'énerve. Là, je parle de tous les sujets qui fâchent, mais on est bien. Non. On peut pas monter une entreprise sur des subventions. Il faut savoir que un paysan qui fait 1 hectare d'orge en intensif, son revenu, c'est les subventions. Lui, il arrive juste à opération blanche avec sa production. Personnellement, j'ai 0 aide PAC. Je peux durer longtemps. L'administration a tendance à nous tenir par les primes. C'est-à-dire que vous faites pas ce qu'on vous dit, vous allez recevoir moins de primes. Donc ils font très peur aux gens. Nous, c'est pas le cas. Vous maîtrisez tout de A à Z et maîtrisez aussi le circuit de distribution. C'est une façon d'être complètement indépendant. J'ai plusieurs modes de distribution. C'est du marché, c'est des colis aux familles, c'est des restaurants, c'est des écoles, parce que les écoles s'y mettent. C'est des sites. Donc c'est des cantines scolaires ? Ouais. Qui vous achètent des bêtes en entier ? Non. Il y a le cuisinier qui part sur 2 plats, il va me prendre par exemple des rôtis dans le jambon, il prend 10 kilos, et puis il prépare ça, et c'est pas cher, hein, c'est même, j'ai une anecdote, c'est les gens de la mairie qui viennent manger maintenant que les enfants. C'est quand même dingue. Ils mangent mieux à l'école. Ils mangent mieux à la cantine. Ouais, il n'y a pas que moi, il y a d'autres petits producteurs aussi, on est plusieurs. Hein. Et on parlait justement, vous parliez des cochons, vos cochons qui ont des prénoms, qui sont des animaux auxquels on s'attache. Ouais. Et je lisais un papier de Michel Pastoureau qui parlait justement du cochon, qui parlait de cet animal qui est en fait très très proche de l'homme. Est-ce que il y a des clichés autour des cochons qui reviennent et manger comme un cochon, sale comme un cochon. Voilà, on lui prête quand même plein d'éléments négatifs. Pas du tout. Enfin, moi je le vois dans son milieu naturel, il est adorable quand vous êtes adorable avec vous. Il vient se frotter, il est curieux. Les mecs qui ont coupé du bois dernièrement dans un champ, ils étaient en train de regarder ce qui se passait. Enfin, c'est super sympa. Même certains ont les yeux bleus. C'est pour vous dire, c'est très troublant quand vous regardez un cochon aux yeux bleus. Après, leur destinée, c'est de nous nourrir. Le tout, c'est qu'ils aient eu une belle vie. C'est ça le truc, c'est que ils ont eu des coups de soleil, parce qu'ils ont des coups de soleil, qu'ils aient pris des pains de boue, qu'ils soient frottés contre les arbres. Enfin, je sais pas moi, une vie de bestiole, un truc. Et justement, dans les clichés, on dit que le porc est sale. En fait, pas du tout. C'est non, un cochon va aller faire ses besoins
à un endroit précis du champ. Mais il n'ira pas en mettre partout. Ils ont des petites yourtes avec de la paille dedans. Elle est toujours nickel. À croire qu'ils s'essuient les pieds avant de rentrer. Et c'est toujours nickel. Ils sont vraiment, enfin, on dit sales comme des cochons, c'est parce que ils sont dans la boue ou dans la terre. Mais autrement, ils ont un comportement plus délicat qu'une vache, par exemple, ou que certains êtres humains. Ouais. Et je lisais aussi donc ils se roulent dans la boue parce qu'ils ont des pores qui transpirent mal et que c'est une façon de se rafraîchir. Ils n'ont pas de glande sudoripare, ils régulent la chaleur par le nez et par l'anus. Donc ils peuvent mourir si la température monte trop. Par contre l'hiver, il n'y a aucun problème, ils ont ça de gras. Mais l'été, on a un système de douche. C'est pas des blagues en plus. Et on passe avec la tonne et puis on ouvre la vanne et les cochons vont en dessous et on leur fait une bauche. Et comme ça, ils peuvent se rafraîchir. Comme les rhinocéros, pareil. Et il y a un autre cliché autour du cochon, vous allez me dire si c'en est un, sur le cannibalisme, le fait que les cochons se mangent entre eux. Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup dans les élevages industriels. On justifie le fait qu'on coupe la queue, par exemple, aux petits porcelets, pour pas qu'ils se la mangent entre eux. C'est plus subtil. Le petit cochon, avec sa petite queue, si elle est trop longue, ils vont commencer à jouer avec, parce qu'ils s'emmerdent. Ils vont manger, puis le sang va arriver, et puis là, ils vont commencer à s'exciter, et ils vont mettre à 2-3 copains pour aller manger l'autre copain. Moi, j'ai vu des porcs charcutiers avec le bassin apparent, avec des trous pas possibles, quoi. Donc, ils courbent les queues. Et il y en a même certains qui mettent des bouées de bateau dans le parc pour qu'ils puissent s'énerver dessus. Parce qu'ils sont tous serrés. Mais s'ils ont des choses à faire, a priori, ils vont pas aller attaquer la queue de leurs camarades. Nous, on laisse les queues, ils sont tire-bouchons. Ils se font pas de mal entre eux. Enfin, ils sont même tolérants parce que des fois, il y a un plus petit, plus faible qu'on met avec la bande d'après. Et ils s'acceptent très très bien. Des mères qui ont eu plus de petits qu'une autre mère, on prend les petits et on les passe avec l'autre mère. Elle accepte très bien. C'est vraiment gentil, hein. Wow, je vais les rencontrer demain. Vos cochons. Ouais. Et donc du coup vous êtes dans ce modèle-là. On voit que c'est pas le modèle majoritaire en Bretagne, loin de là. Mais comme moi, il y en a pas beaucoup. Hein. Finistère, j'en connais 3-4, pas plus. Ouais, du coup je me demandais, vous parlez entre vous. Enfin, comment ça se passe la discussion entre différents agriculteurs? On se voit qu'à l'abattoir, ça prend 5 minutes. On se parle pas entre nous. On se fait pas concurrence. Là où c'est intéressant, c'est que les écoles d'agriculture, parce que, par exemple, s'installer en port intensif, maintenant, c'est pas un petit jeune qui va aller demander à la banque 150 000 euros. Il faut qu'ils soient intégrés dans un GAEC ou dans une société, et on lui demande 1 million d'euros direct. Donc les écoles d'agriculture, ils se disent, c'est fini cette affaire, et ils viennent plus vers les alternatifs. Donc ils viennent nous voir, nous. Après, comme on parlait tout à l'heure de niveau de vie, s'ils veulent avoir une belle voiture, un quad, des grandes vacances et tout, c'est pas possible. Il faut changer de métier. Ça. Mais ce que vous dites, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes agriculteurs qui s'installent et qui reprennent pas une exploitation familiale, qui veulent monter leur propre exploitation, ont tendance à faire des choses plutôt bien. Oui, et il y a une prise de conscience. Parce que j'ai pas mal de jeunes à passer. Ils ont pas envie de faire comme ça. Ils ont pas envie. Ils ont plus envie. Ouais, justement, j'ai des étudiants là qui sont à l'école d'Iréo, l'école d'agriculture à l'Esnevin. Et donc ils sont venus voir ce qu'ils doivent faire une étude sur un endroit agricole avec une transformation sur place. Et par curiosité, moi je demandais de quel milieu ils venaient. Pour la grande majorité, ils ont des parents dans l'agriculture, une bonne partie intensive. Ils sont tous catégoriques. J'ai pas envie de faire comme papa-maman. Je les vois galérer, et pour limite faire des fins d'année à 0, voire en négatif, alors qu'ils ont donné leur vie entière au travail et que c'est pas rentable, et etc., et qu'ils croulent sous les dettes. Ils ont compris que ça sert à rien d'aller dans ce système-là, et qu'à petite échelle, avec justement dans l'idée une petite transformation sur place pour valoriser ce qu'on a produit, c'est beaucoup plus rentable. Moins prise de tête et plus rentable. Donc, tout a gagné, quoi. Mon père est un des cofondateurs de Savéole, par exemple. J'avais un empire à reprendre. Il suffisait juste de signer en bas à droite. De Savéole. Vous pouvez juste expliquer rapidement Savéole, c'est une coopérative de tomates qui regroupe plusieurs... Non, c'est une marque qui est créée par une société qui regroupe plusieurs coopératives. Avec Prince de Bretagne et Solaren, c'est 50% de la production de tomates en France.
Donc c'était facile, les pieds dans les chaussons, et on était parti, quoi. Mais gérer du personnel, des risques. Et la Porsche, du coup. Mais c'est marrant parce que mon père a monté une énorme affaire, mais il n'y a jamais eu de Porsche à la maison. Ah bah voilà. Et puis je l'ai pas eu pendant 10 ans non plus. Et ça, vous, c'était hors de question que vous repreniez cette société-là? Ah non, mais j'en ai fait une maladie de peau sur les mains, et puis quand j'ai dit non, bah c'est parti. C'est comme quoi ça a fait travailler beaucoup. Mon frère, lui, a repris, et il est à 2 doigts d'arrêter, parce que non pas pour des raisons économiques, mais quand vous avez 50 personnes à gérer, il doit trouver 300, 400 000 euros en début de saison pour payer les premiers mois de salaire avant que les premiers sous arrivent. Puis avoir un produit, il est pas fier, quoi. C'est produit pour le clair. Passable, quoi. Enfin, voilà. Même pas. Ouais. C'est les petites tomates là qui ont pas de goût. C'est ça. On connaît bien, on les voit dans leurs petits emballages. Alors qu'il y a des tomates cerises de chez des maraîchers, mais alors là, on en prend une. C'est le jour et la nuit. Celle que mangent vos cochons. Bah ouais, malheureusement, ouais. C'est quand même dingue. Mais nous, c'est là parce qu'on habite à la campagne. Mais vous prenez la noire de Crimée de Savéole, par exemple, et la noire de Crimée d'un bio qui est avec des variétés anciennes, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes tomates, ça n'a rien à voir. C'est quoi ce truc? Moi, j'ai redécouvert les tomates avec mes collègues. Des tomates qui ont un vrai goût de tomates. Et alors vous, Gwenele, vous avez un parcours un peu atypique parce que vous avez commencé dans le vin. Oui. Et puis vous vous êtes dit, ah bah mince, il n'y a pas de vigne en Bretagne, il y a pas mal de trucs, non, mais... Je suis bête en plus, moi j'ai commencé des études dans le vin et en me disant, ah mais non, mais zut, il n'y a pas de vin en Bretagne. Il y en a eu. Mais du coup, c'est vrai que ça a été mon dernier contrat dans le vin, c'était au Portugal, et j'avais une situation relativement agréable. Donc, il y avait une maison de fonction avec piscine à 25 mètres de la plage, mais j'étais malheureux comme les blés, loin du Finistère. Donc, je suis rentré au pays. Donc là, faire du vin dans le Nord Finistère, c'est pas vraiment possible. Donc, j'ai commencé en tant que vendeur de vin, donc commercial. Ça m'a pas du tout plu. Et c'est là que je suis allé au culot avec mon CV auprès de plein de brasseries bretonnes. Est-ce que la Bretagne, c'est pas nécessairement une terre qui a une tradition brassicole énorme? Alors viticole un peu, brassicole il y en a eu, brassicole il y en a eu parce que c'est vrai que du cidre, voilà, on est connu pour faire du cidre, mais on est quand même une terre où on connaît la fermentation alcoolique, créer des boissons. Donc la bière il y en a eu, mais on n'a jamais été vraiment connu comme par exemple si on cite le Bordeaux, donc il y a du vin. Il y a toujours eu différentes boissons en Bretagne, mais on n'en a pas forcément fait du commerce, donc on s'est pas fait connaître là-dessus. Et du coup, c'est vrai que la bière, il y en a toujours plus ou moins eu, mais pas à une échelle de commerce, quoi. Et ça, c'est, y a plein de productions qui ont quand même un peu suivi ce modèle, mais la microbrasserie, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que il y a on en parlait tout à l'heure, il y a des grosses entreprises de brasserie vraiment industrielles, quoi, qui ont un peu tout raflé, qui ont centralisé dans les années 80. C'est ça. C'est ça. Donc en gros, quand on veut pas de concurrence et qu'on a les moyens, on est gros, on va aller racheter tous les petits dans l'idée de couler la petite boîte ou de l'incorporer dans la grande boîte, et comme ça il n'y a plus de concurrents. C'est une grande technique que les industriels utilisent. Ouais. Et comment ça s'est remis à exister pas cette tradition du coup, mais du coup en fait ça a commencé, donc faut donner à César ce qu'il y a à César quand même, c'est Coref qui en 1985 a bien connu des Bretons. C'est ça. Et qui a remis au goût du jour le brassage et la consommation de bière locale. Et c'est vrai que bon, ça n'a pas été évident au début, parce qu'ils se sont entourés avec des techniques de brassage anglaises, etc. Et donc pour l'anecdote, apparemment il y avait les fûts en fermentation en bière ne dépassaient pas la Bretagne parce qu'il y en avait certains qui explosaient. Donc c'était pas des bombes. C'était pas tout à fait au point, quoi. Mais voilà, ça c'était les débuts, mais voilà, la bière était bonne et ça marchait. Et aujourd'hui maintenant, il y a énormément de petits brasseurs, mais c'est toujours dans le même délire comme toi avec Cochon. Les gens veulent savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Donc quoi de mieux que d'aller à côté de chez soi où la chose est faite. Et on va pas forcément parler de label ni rien, mais je connais le gars à qui j'achète ça et qui fait ça. C'est ça plus une marque de confiance qu'un label, quoi. Mais bien maintenant, pour moi, les plaisirs d'offrir, c'est plus du vin que je donne, c'est de la bière.
Et ça plaît plus. Par exemple, mon boucher, avec son équipe, là, pour 1er de l'an, j'ai offert une caisse de bière. Comme ça, là. Allez, voilà, top. Ça, le vin, non, ça plaît plus. Ça, c'est en mangeant. C'est aussi le côté, en fait, la bière a moins ce côté noble. Donc ça aussi a un côté aussi un peu plus abordable que le vin, et ce qui fait que le côté pour la bière un peu moins noble, ça va être une boisson un peu de tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chichi autour de ça. Donc ce qui fait que c'est plus facile aussi de proposer en cadeau une bière, contrairement à un vin, on dit je sais pas s'il est Bordeaux ou les Bourgogne ou les machins. Là c'est plus facile aussi pour ça. Ouais, c'est plus démocratique. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être rapidement, on va en parler, vous êtes vraiment très local parce que vous produisez aussi vos céréales et votre houblon. C'est ça. Et ça c'est pareil, en fait c'est la production de houblon, elle était un peu partout en France avant que les grandes industries arrivent et qu'on trouve plus de houblon français. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà juste comment on fait de la bière? Oui. Rapidement. Donc c'est relativement simple. On va faire chauffer de l'eau à peu près de l'ordre de 65 degrés à peu près. Et on va tout simplement incorporer de l'orge maltais concassée et on va laisser mijoter ça pendant 1 heure et demie. Donc là, on va venir extraire tout ce qui nous intéresse de l'orge maltais et ça va nous faire un jus sucré qu'on peut aussi appeler mou. Et ce jus sucré maltais, on va le mettre à ébullition pour principalement stériliser le milieu, mais aussi pendant cette période-là, on va venir faire infuser le houblon pour apporter l'amertume et les arômes du houblon. Et ça a une vertu aussi qui est aseptisante, le houblon. Antioxydant, et le houblon, faut savoir paradoxalement, comme il y a de l'alcool dans la bière, mais c'est bon pour le foie, le houblon. Voilà, on va boire beaucoup de bière. Alors. Avec modération quand même. Et du coup, une fois qu'on a passé l'étape d'ébullition avec le houblon, on se retrouve donc avec un jus sucré, maltais, houblonné et amer qu'on va porter en fermentation en incorporant des levures. Et au bout de la fermentation primaire, on met en bouteille pour une deuxième fermentation en bouteille, qu'on peut aussi appeler prise de mousse pour avoir les bulles naturelles de la bière. Et du coup, en à peu près 1 mois et demi, on a une bière bonne à être bue. Et alors vous, donc c'est ce que je disais, vous êtes associé aussi avec un paysan qui cultive l'orge. Oui. Ce qui est assez rare. Alors du coup donc déjà pour l'anecdote, c'est un pote d'enfance et c'est vrai que quand moi je me suis installé pour faire de la bière, tout de suite il m'a dit bon, faut pas déconner, je vais te faire ton orge. Et dans la foulée, on va faire aussi du houblon. Et du coup, tout de suite, on a commencé à faire une culture d'orge locale. Donc la bière qu'il y a là sur la table, c'est de l'orge de Benoît, ainsi que le houblon à Benoît. Je connais le mec. Ouais, il est sympa, il est super sympa. Il est super sympa, ouais. Et du coup, c'est vrai que parce que c'est vrai que quand on parle du monde de la bière artisanale, une bonne majorité des brasseurs utilisent des produits de partout dans le monde. Donc on parle d'une transformation locale, mais c'est pas une bière locale. La matière première vient de partout dans le monde. Oui, c'est ça. C'est que d'un point de vue empreinte écologique, c'est quand même le houblon qui peut venir des États-Unis, de Nouvelle-Zélande, de beaucoup d'endroits. Et donc c'est vrai que quand on parle de bière artisanale, ça veut pas forcément dire bière locale. C'est une transformation locale. Et du coup, le fait de faire notre orge, notre houblon et de malter nous-mêmes notre orge, ça fait une bière qui est 100% produite et transformée localement. Et donc ça, il y en a une en particulier où vous réussissez parce que vous avez une production de houblon qui vous permet pas encore de faire toutes vos bières. C'est la Méodale, c'est ça. Et sur votre site aussi, toutes les bières ont des noms bretons. Oui, je suis bretonnant de naissance. Et oui, vous parlez breton. Oui. Et donc la description de la Méodale, je sais pas si je me lance Je peux le faire si vous voulez. Ah, peut-être parce que moi ça. Mais je suis curieux de savoir. Je commence et puis si c'est trop horrible, vous m'arrêtez. Donc c'est la description de la Méodale. On a une Mélène. Je vais m'y mettre. Ouais, allez-y. Pour la Méodale, le Aliesor et Weser Beze der Guer et Gederster. Donc en fait, il faut savoir que la Méodale, c'est un jeu de mots. Donc le houblon provient de la ferme du Méote. Et si on prononce Méo en breton, ça veut dire sous.
Et méodal, ça veut dire sourd en devenir aveugle. Donc c'est un jeu de mots qui provient du nom de la ferme Méote et Méo. Un peu dangereuse cette bière. Voilà, parce qu'elle est à 6,5. Donc c'est la bière la plus forte que je fabrique. Et ensuite l'expression Aliessor et Weser beuser der Goer et der Ster, ça veut dire plus souvent on est noyé dans le verre que dans la rivière. C'est bien ça. Voilà, donc à consommer avec modération quand même. Et est-ce qu'on peut dire alors pour ces bières qui vraiment ont un orge et un houblon qui vient de Bretagne, qu'elles ont, comme le vin, si on fait la comparaison, qu'elles ont le goût d'un terroir, du terroir breton? Tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, là, les bières que moi je faisais l'année dernière, c'était avec l'orge de 2017 qu'on a malté en 2018 pour faire les bières de 2018. Là, cette année, les bières que je fais, c'est avec l'orge de 2018 qu'on malte. Et donc, c'est déjà un effet millésime par rapport à notre production d'orge et de houblon. Donc ça, c'est indéniable. Mais en plus de ça, le fait d'avoir les terres bien propices pour faire ce céréal-là, forcément, il y a ce que je dis souvent sur mes bières, c'est qu'il y a un côté fermier un peu. C'est-à-dire que c'est pas pasteurisé, c'est pas filtré ni rien. Donc, il y a du goût. Qu'on n'aime pas, après ça c'est les goûts de chacun, mais ça laisse pas indifférent quoi. Et donc ça vient du terroir tout simplement. Donc vous les produisez localement et aussi vous me disiez que vous les distribuez juste autour de vous, oui. Et que ça vous intéressait pas nécessairement qu'on vous avait proposé par exemple de les vendre à Paris et que c'était pas votre truc quoi. C'est que tout simplement ah oui t'as raison de faire goûter oui, il y a Guillaume qui passe nourrir le public avec les rillettes mais du coup déjà ma production est limitée, donc je peux pas aller m'amuser à fournir partout, et du coup ce qui fait que à peu près ma production, donc je produis à peu près l'équivalent de 30 000 litres de bière à l'année. Ça s'écoule à 30-40 km à la ronde de ma brasserie à peu près en moyenne quoi. Et donc forcément j'ai du mal à fournir la demande, donc je vois pas comment et pourquoi j'irai fournir à Paris quoi. Et j'en ai pas besoin, bien c'est vrai qu'il y a des super bars à Paris qui sont très spécialisés dans la bière, et autant c'est des endroits très pointus où ça me plairait d'y être, mais je ne peux pas, et c'est vrai qu'après éthiquement c'est un peu compliqué aussi d'envoyer si loin de la bière qui pour moi doit se boire localement. Du coup cette bière locale on disait qui est démocratique, populaire, festive, ça a aussi un côté militant. Enfin, déjà il y a le côté de dépendre de personnes en gérant complètement sa production de A à Z, et aussi un côté, je sais pas si on peut dire militant, mais oui. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Moi, si je fais principalement tout 100%, c'est que comme moi je viens du monde du vin et que j'ai pu travailler dans des super domaines où le gars qui fait du vin, faut savoir que c'est un paysan à la base, donc il fait son raisin et le 3/4 de l'année il travaille ses champs et sa vigne pour en faire son vin. Moi je prends la même philosophie, c'est travailler dans l'année pour faire son orge, son houblon, pour en faire vraiment sa bière. Ensuite, effectivement, il y a aussi un côté acte militant, de manière à aussi dire, regardez, c'est possible de faire quelque chose de bon sans pour autant aller se fournir partout dans le monde, quoi. Localement. Voilà. Et alors tous les deux, moi quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit quand même il y a un côté vraiment ambivalent avec la Bretagne, c'est-à-dire c'est ce qu'on disait, d'un côté les défenseurs du bien manger et d'un terroir breton et d'une agriculture très locale. Et de l'autre, c'est quand même la région où il y a une agriculture intensive qui est énorme. Comment on explique cette ambivalence? Je pense que l'explication est assez simple. C'est en voyant ce qui se passe industriellement à côté de chez nous et que ça nous écœure un peu et qu'on voit que ça marche pas vraiment, ça donne envie justement aux jeunes ou un peu moins jeunes de se dire on voit que ça marche pas. Donc on va le faire à notre sauce, à petite échelle. Et voilà, à mon avis, c'est plus ça aussi. C'est en voyant les trucs énormes qu'on a à côté de nous et qui marchent pas vraiment, faisons différemment et plus petit, quoi. Enfin, l'expérience de ma famille, mon père m'a dit, avec l'essor breton agricole, parce que la sortir de la guerre, c'était le Moyen-Âge, avec tout le respect que je dois aux Bretons. Ils crevaient la dalle, entre guillemets, il y avait, le niveau de vie a progressé. Après, c'est un pouvoir politique, parce qu'il n'y a pas d'industrie à part l'arsenal ou des choses comme ça. Mais pour nourrir, faire travailler les gens, ils ont misé sur l'agricole. Ça a commencé à bouger sous Gourvenec, qui s'occupait de tout ce qui était légumes. Et après, ça a été l'élevage. Après, ça a été la transformation de tous ces produits-là. Mais ça a été stimulé par l'État. Toujours. Ils ont fait des ponts d'or à la Bretagne pour qu'ils puissent exporter.
Oui, parce que ce que vous dites, c'est intéressant, c'est-à-dire je suis vachement à critiquer l'industriel, etc., mais qu'au départ, cette industrialisation, cet élevage intensif, etc., c'était au sorti de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de nourrir les gens. Voilà. Et que le faire autrement, c'est aussi difficile, j'imagine, après 70 ans de ce modèle-là. Oui, ça. Économiquement, maintenant, l'agriculture est moins rémunératrice, si je puis dire. Mais il faudrait quand même la faire évoluer différemment sur la qualité. Parce que, selon moi, on ne peut pas continuer à dire « toi tu fais bien, toi tu fais mal ». Parce que je rencontre des paysans en intensif. C'est plutôt les accompagner pour qu'ils évoluent leur manière de travailler. Ouais, c'est pas les forcer, c'est plus les guider. Les guider, voilà. Et les motiver, en fait, et les encourager. C'est pas en les punissant ou en disant tu fais n'importe quoi. Non, c'est plus, écoute, regarde, là, même toi, regarde, t'es pas vraiment content de ça, là. Faisant un peu comme ça, tu serais en fin de journée, tu serais plus content. Plus la carotte que le bâton, quoi, tout simplement. Et ça, c'est des initiatives locales comme les vôtres qui peuvent donner envie, mais j'imagine que pour espérer un réel changement, il faut que ce soit aussi des initiatives économiques et politiques plus grandes. Ouais. Mais si jamais ils sont capables de faire l'engraissement, par exemple, ce qui regarde de cochon, une partie dehors, déjà ils peuvent se permettre, comme le jambon espagnol de qualité, d'augmenter leur prix. Et une fois qu'ils ont augmenté leur prix, on va pouvoir commencer à discuter écologie sérieusement et pratique agricole, parce que là, ils sont malheureusement, ils ont le doigt dans un engrenage, ils ne décident plus de rien. C'est ça le problème, c'est que c'est les unités de travail. Quoi. Le prix des choses a été complètement avec ce système low cost où on achète pas cher dans des supermarchés pas chers. Le vrai prix des choses a été perdu, en fait. Complètement. Oui, mais en même temps, ce que vous disiez, c'est que finalement, le prix au kilo de votre cochon, il est dans la moyenne, mais il n'est pas plus cher qu'un porc bio qu'on va acheter en supermarché. Bien se nourrir ne coûte pas forcément plus cher. C'est juste, faut cuisiner un peu. C'est un peu de temps. Faut avoir des amis bretons qui nous invitent à... Mais c'est encore une anecdote que j'ai eue avec un collègue qui est dans l'intensif. Il me disait, Guillaume, t'as des chiens, arrête d'acheter des croquettes. Actuellement, vu le prix, prends du rôti de porc au supermarché. Je croyais qu'il déconnait. Je suis allé voir au supermarché, le kilo de croquettes était plus cher que le rôti de porc. Sans déconner. Wow. C'est un truc de dingue, quoi. Et on arrive à la fin de l'émission et je demande régulièrement, à chaque fois à mes invités, est-ce que vous avez un livre, un documentaire ou même un restaurant ou un bar, on est dans le coin, à recommander à nos auditeurs pour bien manger ou bien boire. On parlait de resto tout à l'heure, c'est la Ripaille par exemple. Ouais, Ripaille à Brest, là, qui une petite jeune fille de 24 ans, qui, ma foi, se débrouille très très bien. Elle a des produits de qualité, pareil, locavore. Et il y a combien, 3 semaines d'attente? En fait, moi, j'ai appelé déjà. On va pas pouvoir aller y manger ce soir. J'ai appelé 3 fois sur l'équivalent de 3 mois à peu près. J'ai appelé 3 fois, à chaque fois c'était complet. Et la dernière fois où j'ai appelé, je me suis pris quand même en avance le matin pour le soir, mais vraiment le matin à 10h. C'était déjà complet, quoi. Donc, en gros, je sais pas combien de temps il faut aller à la Ripaille, mais faut prévoir son coup à l'avance. Ouais. Et Guenolé, un endroit où on voit bien? Là, c'est pareil à Brest, là, du coup, comme on est à Brest, c'est Bière et Malte. Donc, pareil, un jeune de 30 ans qui a monté une petite boutique spécialisée en bière. Donc on peut prendre des bières emportées, donc c'est en Batium. On peut prendre des bières emportées, puis on peut également, en bouffant un petit truc, déguster des bières, ce qu'on appelle comme en anglais des craft bières, donc une bière artisanale, quoi. Et moi je vous recommande le livre de Geoffrey Le Guichet qui s'appelle Steak Machine, paru aux éditions de la Goutte d'Or. Alors Geoffrey, c'est un journaliste qui s'est infiltré dans un abattoir industriel en Bretagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a travaillé. Il dépeint la vie des personnes qui y travaillent, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un beau livre parce qu'on entend souvent parler des abattoirs par le biais du mal-être animal. Et là, il parle vraiment de la situation des gens qui y bossent. Et voilà, c'est un livre que je vous recommande. Et j'ai aussi des cadeaux pour vous parce que vous êtes quand même déplacés sous la pluie. Alors j'ai 2 livres. Donc je me dis peut-être que j'ai un bouquin qui s'appelle Copain comme cochon d'Éric Hospital avec 75 recettes pour cuisiner le cochon du groin à la queue en tire-bouchon. Et un bouquin sur
sur la bière bretonne de Gabriel Thierry, que vous devez connaître, Gwénolé, parce que vous êtes dedans. Ah oui. Qui raconte toute l'histoire de la bière bretonne et cette nouvelle vague justement de brasseurs. Alors je sais pas, peut-être que vous avez envie de échanger. Je vais prendre le bouquin sur le cochon. Tu connais bien le cochon? Enfin, normalement, tu connais bien le cochon, non? Ah, mais il y a toujours à apprendre. Sur les recettes, moi je travaille aussi, j'ai la chance de travailler avec des restos qui ont des étoiles. Et ils sont surprenants de ce qu'ils sont capables de faire avec la côte de porc, par exemple. Ouais. Des pâtes, côte de porc, je fais revenir. Et puis les gens, là, ils font des recettes de ouf. Trucs de ouf. Bluffant. Là, dans le livre, il y a pas mal de recettes, vous allez voir, merci du cadeau. Qui donnent envie. Merci à vous deux. Je vous remets toutes ces références et aussi les 2 sites de nos invités sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole sur Binge Audio. N'hésitez pas à m'écrire à zazie@binge.audio ou sur mon Instagram zazie_miam. Je sais pas si vous avez des Instagram, vous. Moi, j'ai pas d'Instagram. J'ai Facebook et c'est déjà assez de boulot parce que je l'utilise quand même professionnellement. Mais c'est mon grand frère qui s'en occupe parce que j'ai pas la passion. On peut pas tout faire à la fois. C'est ça. Merci à Solène qui a réalisé cette émission et à toute l'équipe de Longueur d'onde pour son très bon accueil. Merci au public, évidemment. C'était bon, les rillettes et le... Là, ils acquiescent tous de la tête. Je vous dis à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger et de bien boire. C'est important. Binge.